Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est le JT sur Clermont Première, voici les titres. Le PDG d'Air France en visite en Auvergne, Alexandre de Juniac a inauguré aujourd'hui les nouveaux locaux de la compagnie régionale et ce dans un contexte social plutôt tendu. Brice Hortefeux est notre invité ce soir. L'ancien ministre conseiller régional d'Auvergne reviendra notamment sur la défaite de la droite lors des législatives. Et puis la ville de la Bourboule en émoi, la télécabine historique de Charlane va fermer à l'automne prochain. Alexandre de Juniac, le PDG d'Air France KLM, était donc à Clermont aujourd'hui. Ce matin, il a inauguré les nouveaux bâtiments de la compagnie régionale sur le site de l'aéroport. Ce déplacement intervient dans un contexte social particulier. Air France prévoit en effet de supprimer plusieurs milliers d'emplois et les salariés des filiales comme régionales se disent inquiets. Voici le reportage de Cécile Finot. Des installations remarquables. C'est en ces termes qu'Alexandre de Juniac a parlé des nouveaux bâtiments industriels de Régional. Le centre de maintenance clermontois incarne pleinement la compétitivité que le PDG d'Air France entend rétablir. Il a annoncé hier un plan de redressement qui verra la suppression de plus de 5000 postes d'ici 2013. On est très content aujourd'hui d'inaugurer ce grand centre de maintenance qui va servir non seulement pour Régional stricto sensu, pour des clients extérieurs à Air France, mais pour tout le nouveau pôle régional sur lequel nous réfléchissons. Je pense que les salariés ne comprendraient pas qu'on ne consacre nos ressources qu'à faire un plan de structuration et à ne pas investir sur l'avenir. Je pense que ce serait même criminel à leur endroit et à l'égard de la compagnie de ne pas préparer la croissance future. Et je crois que c'est l'ambition de ce plan, c'est de concilier les deux au même moment. Les salariés savent bien que la création du pôle régional français autour de leur compagnie, mais également de Britair et Airliner, risque de menacer un certain nombre d'emplois dans les filiales d'Air France. Si les syndicats sont satisfaits d'avoir enfin rencontré le PDG du groupe, ils n'ont obtenu aucun engagement quant au maintien des 350 salariés clermontois. La direction nous dit qu'elle tentera d'éviter au mieux les suppressions de postes, mais elle nous a donné aucune garantie sur effectivement la non-suppression de postes. Donc on peut s'imaginer qu'effectivement on va créer du sureffectif avec une baisse d'activité de 20%, avec une mutualisation, une certaine mutualisation des moyens en regroupant 3 compagnies. Il est bien évident que ça va générer un sureffectif. Il ne faut pas être devin pour savoir ça. Et ensuite, on verra le plan qu'ils nous proposeront à la fin de l'été. Ce sera le 28 août lors du prochain comité d'entreprise. En attendant, chacun a compris la volonté d'Air France d'investir sur la partie industrielle pour s'imposer comme un leader mondial sur ce marché. L'Auvergne, qui est aujourd'hui la 4e région française en matière aéronautique, pourrait jouer un rôle clé dans la réussite de ce pari. Brice Hortefeux est l'invité de ce JT. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes conseiller régional d'Auvergne et député européen. On va bien sûr revenir sur le résultat des élections législatives de dimanche dernier. La droite auvergnate a perdu 2 circonscriptions emblématiques, celle d'Aurillac et de Clermont-Montagne. Comment vous expliquez ces défaites au niveau local ? Bon, d'abord, il reste effectivement 3 circonscriptions, 2 en Haute-Loire et 1 dans le Cantal. Celle d'Aurillac, naturellement, est regrettable parce qu'elle avait un très bon député, Vincent Descoeurs, mais elle avait déjà été à gauche. C'est vrai que c'est un choc immense, et que la circonscription de Clermont-Montagne, après tant et tant de décennies pendant lesquelles Valéry Giscard d'Estaing était élu, d'ailleurs élu et réélu, d'ailleurs la plupart du temps au premier tour, eh bien que là, ce résultat n'ait pu être renouvelé, ce qui n'enlève en rien d'ailleurs à la qualité du travail effectué par Louis Giscard d'Estaing sur le terrain. Mais c'est un choc qui est d'ailleurs à l'unisson de ce qui s'est passé au niveau national. Il y a une constante, c'est que quand on gagne une élection présidentielle, il y a une majorité généralement renforcée qui accompagne le mouvement et l'élection, et c'est ce qui s'est produit en Auvergne et ailleurs, en Limousin, en Midi-Pyrénées, dans un certain nombre de régions, mais pas dans toutes. Quand on regarde le score de la droite sur le Puy-de-Dôme, la droite a perdu 20 000 voix entre le second tour des législatives en 2007 et celui de 2012. Est-ce que les explications nationales, telles que vous venez de les présenter, expliquent seules ce résultat ? Et, plus exactement, si j'inverse votre question, c'est y a-t-il eu une différence
avec les autres régions? La réponse est non. S'il y avait eu naturellement des résultats spécifiques à l'Auvergne et des résultats inversés ailleurs, on pourrait dire qu'il y a sans doute un particularisme local. On sait qu'il y a eu des mouvements de population, on sait que le désenclavement a des conséquences, on sait que ce qu'on appelle la tertiarisation de l'Auvergne, c'est-à-dire moins de secteurs industriels et un peu plus de secteurs administratifs, généralement au statut d'ailleurs protégé, eh bien cela a eu des conséquences. Mais l'Auvergne s'inscrit dans un mouvement qui est un mouvement important, qui n'est pas, par exemple, celui de l'Île-de-France, où là nous avons beaucoup mieux tenu, ou la pointe sud de notre pays, mais le Midi-Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, l'Auvergne, le Limousin obtiennent à peu près les mêmes résultats, et ça doit être une source d'interrogation et surtout de propositions pour nous. Est-ce que l'UMP au niveau local ne doit pas réfléchir à l'implantation de ses candidats? Est-ce que vous avez présenté de bons candidats réellement implantés sur le territoire? On a fait le pari, qui est un pari naturellement difficile, du renouvellement. Et ça s'est fait de manière collégiale. Et tous les responsables de l'UMP ont été sollicités, les élus ont été interrogés, les maires ont été questionnés de notre famille politique, donc c'est une décision collégiale. C'est vrai qu'on a fait un pari. On savait que ces élections seraient difficiles et on s'est dit profitons-en pour implanter durablement, profondément de nouveaux candidats qui auront à préparer les prochaines échéances. Et moi, je vous le dis très simplement, les échéances à venir, notamment en 2014, verront le progrès de nos candidats. 2014, justement, quel est votre avenir à vous, politique en Auvergne? Et est-ce qu'en 2014, vous envisagez de vous présenter notamment au municipal à Vichy? C'est pas comme ça qu'il faut. Je sais qu'on vous pose beaucoup la question. C'est pas comme ça qu'il faut procéder. Vous savez, la nouvelle majorité a indiqué qu'il y aurait des règles nouvelles en matière d'équilibre de mandats et de nombre de mandats. Donc, naturellement, je me conforterai à la règle. Comme député européen, je suis attentif, et comme conseiller régional, je suis naturellement attentif à toutes les communes d'Auvergne, je suis attentif à l'agglomération clermontoise, je suis très attentif à Vichy, mais mon rôle, mon devoir, et j'allais dire même ma passion, c'est de m'intéresser et de suivre l'évolution des différentes collectivités d'Auvergne. Mais vous pourriez vous présenter comme tête de liste ou chef de file? On en reparlera le moment venu. Aujourd'hui, je suis député européen et conseiller régional et j'essaie, comme député européen, de bien faire et de bien exercer le mandat qui m'a été confié. Au niveau national, est-ce que vous penchez plutôt pour François Fillon ou Jean-François Copé pour prendre la tête de l'UMP? On sait que certains de vos anciens collègues ministres ont déjà pris parti. Au niveau national comme au niveau local, je suis du côté de ceux qui construisent. Je ne suis pas du côté de ceux qui détruisent, qui ont des petites phrases, des petites acrimonies, des petites aigreurs. Et ce que je dis pour le niveau local, je me l'applique aussi au niveau national. Donc, pas de choix pour le moment entre François Fillon et Jean-François Copé. Une dernière question, Brice Hortefeux, local à nouveau, à propos du projet de ligne à grande vitesse entre Paris, Orléans, Clermont, Lyon. RFF a indiqué cette semaine qu'il vouloir continuer les études avec un choix de fuseau qui passerait entre Moulins et Vichy. Quelle est votre opinion, votre réaction à la suite de cette annonce? Ça dépend si on a un caractère optimiste ou pessimiste, ou plus exactement si l'on observe le verre à moitié vide ou à moitié plein. Le côté plein, c'est que RFF a adressé un signal en disant que oui, le projet devait être poursuivi, en clair ça veut dire ça. Et le côté vide, et c'est celui naturellement qui me préoccupe, parce qu'il ne faut pas se satisfaire de ce que l'on a, il faut toujours espérer plus pour sa région, et c'est qu'il y a de manière assez curieuse toujours deux tracés qui sont à l'étude, alors qu'un tracé, ce qu'on dit le tracé ouest, et le tracé ouest avait recueilli l'approbation de la quasi-totalité des élus. René Souchon, lui, avait une autre idée, mais il a été très isolé et assez vite. Et donc il y avait une quasi-unanimité. Et donc je suis un peu interloqué et qu'il n'y ait pas le choix de ce scénario ouest, parce que le choix aurait été affirmé vite, et bien naturellement, le projet aurait été plus rapide. Très bien, Brice Hortefeux, merci d'avoir été notre invité. C'est un véritable coup de tonnerre qui vient de s'abattre sur la commune de La Bourboule dans le Puy-de-Dôme. La mairie a décidé hier soir en conseil municipal de fermer la télécabine de Charlane au 31 octobre prochain. L'entretien coûterait trop cher à la municipalité. Pour les habitants, c'est un pan de l'histoire de La Bourboule qui va disparaître. Philippe Robert.
Construit en 1975, le télécabine de la Bourboule n'a plus que 4 mois à vivre. Une décision difficile à prendre pour le maire, mais inéluctable. Il n'y a pas d'autre choix. La commune de la Bourboule a pris la gestion de la piscine depuis fin 2010. Cette piscine nous coûte 750 000 € par an. On a à côté de ça à s'occuper également de la télécabine de Charlane qui, sur les 5 prochaines années, devrait coûter à la commune de la Bourboule 1 200 000 €. Dans la commune, cet argument financier est inacceptable pour bon nombre d'habitants. Pour eux, c'est un morceau du patrimoine bourboulien qui va disparaître, cet équipement représentant beaucoup plus qu'un moyen de transport pour accéder au plateau de Charlane. Un peu notre vie, notre jeunesse, toute l'économie du pays. Sans Charlane, il n'y a plus rien. C'est quand même un site très touristique de par le cadre. Si on ferme des attractions, c'est sûr qu'on attirera moins de monde. Pour sauver cet outil, des jeunes ont créé une association de vététistes pour montrer que cette remontée est indispensable à la pratique de leur discipline. D'autres avancent d'autres solutions, même si la prise de conscience et la mobilisation sont peut-être trop tardives. J'ai des demandes pour des VTT, j'ai des demandes en hiver pour le ski de fond. Il y a plein de monde qui monte par Charlane. Charlane, le télécabine, c'est sur tous nos sites internet. Tout n'a pas été mis en œuvre. Je pense que oui, on avait des gens qui venaient régulièrement. Donc c'est vrai que peut-être on n'a pas fait le maximum. Bon, moi je pense qu'il y a encore quelque chose à sauver, qu'il faut se battre. Se battre pour tenter de doubler le chiffre de 30 000 voyageurs par an. Mais pour le maire, même en atteignant cet objectif, cela suffirait à peine à équilibrer les frais de fonctionnement. Pourtant, tous les opposants pensent que la télécabine a encore un avenir. Pas défaitiste, on y croit encore. Voilà, on continue le mouvement. Nous, tant qu'il n'est pas démantelé, on sera là jusqu'au bout. Un démantèlement dont le coût est encore imprécis, de 100 à 500 000 €, signifiant la mort définitive de la remontée. Avant cela, les opposants souhaitent organiser un référendum pour demander l'avis de tous les habitants de la Bourboule. Deux informations en bref. D'abord, un homme de 26 ans a été tué la nuit dernière à Vichy, près de la gare, lors d'une bagarre en marge de la fête de la musique. Touché par une arme blanche, l'homme est décédé sur place. C'est la police judiciaire de Clermont qui est chargée de l'enquête. Et puis un feu de broussailles sur la voie ferrée au niveau de la gare de Roye-à-Chamalières a nécessité l'interruption du trafic SNCF une partie de l'après-midi. 6 TER au total ont été supprimés sur les lignes Clermont-Volvic et Clermont-L'accueil. La situation est revenue à la normale vers 18 h selon la SNCF. Et pendant ce temps-là, les gendarmes multiplient les contrôles aux abords des routes à quelques semaines des grands départs en vacances. Cet après-midi, entre 16 h et 18 h, une opération d'envergure a été menée sur toute la région Auvergne. Vous voyez là des images tournées à Clermont. Les gendarmes étaient notamment à l'affût des fautes de comportement au volant, comme l'utilisation du téléphone ou encore le non-respect de la signalisation et des distances de sécurité. Parce qu'elles sont cause d'accidents. Le fait d'être au téléphone, vous n'êtes pas concentré sur le volant, vous risquez de percuter un véhicule qui vous précède plus rapidement. Le non-respect des distances de sécurité aussi, des distances de freinage beaucoup plus longues, donc vous risquez de percuter le véhicule qui vous précède. Pour les gens qui vont prendre justement la route pour cette période de vacances, de respecter les périodes de repos, c'est-à-dire 2 heures de conduite, repos, se reposer. Et je me répète, surtout sur autoroute, le respect des distances de sécurité. Des images et des propos recueillis par Catherine Lopez. Mieux faire connaître les richesses archéologiques du pays, c'est l'objectif des Journées nationales de l'archéologie qui se déroulent jusqu'à dimanche. Dans le Puy-de-Dôme, le musée de la céramique de Lezoux participe à l'événement en ouvrant ses portes gratuitement durant tout le week-end. Aujourd'hui, plusieurs classes étaient accueillies. Je vous propose d'écouter la conservatrice du musée qui nous explique l'importance de l'archéologie. L'archéologie permet de découvrir des vestiges matériels, mais si on ne les voit pas, si on les laisse détruire, ils sont détruits et c'est fini. Et c'est tout un pan de connaissances qui disparaît. Et il disparaît vraiment à jamais. L'objet d'étude ne va pas se renouveler comme dans d'autres disciplines. Donc ça, c'est peut-être des choses à dire, peut-être vraiment de façon concrète à tout le monde, en fait, parce que ça concerne vraiment tous les citoyens aujourd'hui. Des images et des propos recueillis par Mathilde Espinas. J'ajoute que le musée Bargoin à Clermont-Ferrand, lui aussi ouvre ses portes gratuitement ce week-end. Par ailleurs, il sera possible de visiter des sites archéologiques à Clermont, quartier Fongièvre, ainsi qu'à Néché, petite commune située près de Champé. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'information sur Clermont Première. Retour de vos différentes éditions lundi, 12 h 30 et 18 h 30. D'ici là, passez un excellent week-end. À très bientôt.
Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.